Salut à tous, c'est Baptiste et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Podcyclette, le podcast consacré au cyclisme sur route. L'épisode d'aujourd'hui sera dédié au championnat d'Europe de cyclisme, donc on va parler de la course masculine uniquement, je pourrais pas parler de la course féminine, je m'enregistre seulement le vendredi matin, donc c'est un peu compliqué en termes de timing. On va essayer de faire un épisode assez court, mais donc concrètement, on va regarder ce profil de la course en ligne des championnats d'Europe de cyclisme, donc la course masculine. On va regarder qui sont les différents favoris et quelles seront les stratégies qui seront mises en place par les équipes pour faire gagner ces différents favoris. Donc tout d'abord, on va se pencher sur le parcours. Donc vous le savez, on est en Drôme et en Ardèche. On va de Privas à Guilherand-Ganges ou Guilherand-Ganges. Et le parcours est un peu particulier. On va dire qu'il est divisé en trois parties. Déjà, si on regarde globalement, il fait 202 km et il y a 3500 mètres de dénivelé positif. Donc c'est pas une course très longue. Pour un championnat, 200 km, c'est pas beaucoup. Quand on compare aux 270 km de Kigali par exemple, ça n'a rien à voir. Ensuite, deuxième point, c'est 3500 mètres de dénivelé positif. Pareil, c'est une grosse course, mais c'est pas non plus ce qu'il y a avec Kigali non plus. On était à plus de 5500. Et en plus, quand on regarde la physionomie du parcours, on peut se dire que ça peut peut-être être un peu plus intéressant que Kigali dans le sens où la course pourrait être un peu plus ouverte. Il y a différents profils de coureurs qui peuvent s'imposer, alors qu'à Kigali, on savait pertinemment que ça serait seulement Pogačar qui pouvait s'imposer, peut-être Evenepoel, mais bon, voilà, c'était assez dès le début. Et je disais souvent que la course de ces championnats d'Europe risquait d'être un peu plus intéressante. J'espère que ça sera le cas. Et donc, si on se penche sur le plan du parcours, on a d'abord une première partie qui fait 50 bornes en ligne. On commence direct dans un col, 4 km à 5%, donc ça c'est pour permettre à des échappés d'éventuellement sortir. Je ne sais pas si on aura beaucoup d'équipes qui voudront être dans l'échappée. En tout cas, si jamais on veut mettre des grimpeurs dans l'échappée, ils peuvent sortir dans ce col du Moulin avant. Ça permet de faire une première difficulté. Et après, il y a 40 km de plat pour essayer de creuser un peu avant de rentrer dans la deuxième partie de la course, qui est un petit circuit autour de la côte de Saint-Romain-de-Lerps et le Val d'Enfer. Donc ça, c'est des côtes qui sont présentes actuellement sur l'Ardèche classique, si je dis pas de bêtises. Donc Saint-Romain-de-Lerps, c'est long, c'est de la vraie montagne, c'est 7 km à 7%. Donc code vraiment difficile, il y a des passages assez difficiles au pied, je crois à 10% là, le deuxième kilomètre. Donc c'est un vrai col de montagne, même s'il est pas très long et qu'on va seulement à 600 mètres d'altitude. C'est quand même 7 km à 7%. Donc là, c'est pas un puncher qui pourra s'exprimer vraiment dans ces pourcentages-là. Ensuite, on redescend et immédiatement après, on a la côte du Val d'Enfer. Donc ça, c'est le parcours classique de l'Ardèche classique, Saint-Romain-de-Lerps, puis le Val d'Enfer. Donc le Val d'Enfer, c'est très court, c'est 1,5 km, 1,6 km, mais à 10% de moyenne. Donc c'est un vrai mur. Et là, c'est plus effort puncher, on pourrait dire. Donc ça, c'est le final classique. Et on va continuer à faire des boucles autour de ça pour le faire 3 fois. Donc, Saint-Romain-de-Lerps, le Val d'Enfer, on redescend, on revient au pied de Saint-Romain-de-Lerps, et c'est parti pour 2 tours supplémentaires. Donc ça nous emmène du kilomètre, on va dire 55 jusqu'au kilomètre 140. Et après, il restera encore 60 kilomètres de course donc. Et pour ces 60 kilomètres de course, on va enchaîner 3 passages du Val d'Enfer, avec juste avant la montée de Costebel qui va pas faire grand-chose. C'est 300 mètres à 7%, c'est quasiment rien du tout. Mais ensuite, on enchaîne avec le Val d'Enfer. Et donc, il y a, si je dis pas de bêtises, très exactement 17 kilomètres entre tous les passages du Val d'Enfer. Et le dernier passage du Val d'Enfer, à son sommet, qui est situé à 6 km et demi de l'arrivée. Donc en gros, il y a moyen de sortir dans la dernière côte et de finir en solitaire. Et donc, on re-escalade encore une fois le Val d'Enfer, donc toujours à peu près les mêmes pentes. Je sais pas si c'est exactement le même versant, mais c'est encore 1,5 km à 10%, quoi. Donc ça, c'est un vrai effort de puncher. Si on récapitule, une première partie en ligne, une deuxième partie en circuit avec Saint-Romain-de-Lerps puis le Val d'Enfer, donc Saint-Romain-de-Lerps qui est un vrai col de grimpeurs, et ensuite on enchaîne donc ce circuit-là 3 fois, et ensuite 3 fois la colle de Val d'Enfer, dont le dernier sommet est situé à 6 km de l'arrivée. Donc franchement, c'est un parcours intéressant parce que on peut avoir des échappées qui sortent avec des costauds. De toute façon, on va pas se mentir, ce sera un championnat d'Europe de costauds et il y aura quasiment que des grimpeurs au départ. Sauf un coureur qui est Mats Pedersen. Mais sinon, ça sera beaucoup de grimpeurs et de punchers qui seront alignés. Et donc, on a une première partie où les échappés peuvent un peu prendre de l'avance. Ensuite, on a ce circuit, on va dire, montagneux. À noter que, donc, on a la côte de Saint-Roch-de-Lerps, 7 km. On descend, on a quasiment immédiatement le Val d'Enfer.
Et ensuite, on a, on va dire, 10-15, on va dire plutôt 10 kilomètres de plat avant d'aller chercher la prochaine côte. Donc là, on a cette partie du circuit qui est plus taillée pour les grimpeurs, où on peut user les organismes, etc. Et ensuite, on a un final qui est assez explosif avec ces tours, je le disais, donc de 17 kilomètres. Et on passe à chaque fois sur le Val d'Enfer, qui est une côte très dure de puncher. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a pas mal de difficultés qui peuvent correspondre à des coureurs différents. Saint-Romain-de-Lerps et le Val d'Enfer, c'est pas forcément les mêmes coureurs. Et en plus, on a ces périodes de transition entre deux, là, ces kilomètres de plat à chaque fois, qui permettront de jouer un peu tactiquement. Et c'est ça qui m'intéresse sur cette course-ci plutôt qu'à Kigali, c'est que j'ai l'impression que la tactique aura une place prépondérante, là où à Kigali, c'était juste le plus fort ira gagner, parce que c'est tellement dur qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Donc voilà, ça c'était pour le parcours, qui est franchement super intéressant. Bon, maintenant, avant de parler des coureurs, il y a quand même un élément qui va être déterminant pour la course ce dimanche, c'est le vent. Parce qu'en termes de météo, demain, donc pour la course féminine, le samedi 4, il va faire très chaud et il n'y aura pas de vent. Très chaud, je veux dire 24 degrés. Le dimanche, pour les hommes, c'est un peu différent. Il va faire 15 degrés et par contre, il y aura un vent très fort du nord. Donc ça, c'est la vallée du Rhône, hein, on est juste à côté de Valence. C'est assez classique, mais donc gros vent de face sur certaines parties sur le circuit. Bon, l'avantage, c'est que c'est un circuit, donc ça tourne en rond. Donc il y a des moments où on a le vent de face, on a le vent de côté, on a le vent de dos. On n'est pas tout le temps dans la même configuration. Il me semble, cependant, en termes de classement du vent, quand on monte la côte du Val d'Enfer, on l'aura dans le dos, ce vent. Ça permettra d'attaquer. Ensuite, un bout de descente, vent de dos. Et ensuite, quand on revient sur l'arrivée, là, c'est vent de face. Donc ça, attention, c'est un élément qui sera important. Si jamais on a très peu d'écart après la côte du Val d'Enfer, s'il y a trois coureurs derrière un seul mec tout seul, et bah avec le vent de face, ça peut vraiment faire des différences. Pareil, pour aller chercher la côte de Saint-Romain-de-Lerps, à chaque fois on aura du vent de face. Donc faudra pas sortir trop tôt. C'est un élément qui sera important dans la stratégie. Vu que c'est un circuit et que ça tourne, bon, il y aura toujours des moments où on aura le vent de dos, le vent de face, mais attention parce qu'a priori, pour arriver sur la ligne d'arrivée, justement, on aura du vent de face. Donc s'il y a un coureur qui est tout seul, ça peut être un peu dangereux. Je referme la parenthèse météo, mais voilà, quoi. Toujours quelque chose qui est à prendre en compte. On va maintenant se positionner sur les favoris de ce championnat d'Europe. Comme d'habitude, on regarde les cotes sur Winamax. Et le grand favori, il est coté à 1,35, c'est Tadej Pogacar. Donc là, franchement, pas trop de suspense. Évidemment, Pogacar est un coureur qui est forcément adapté à pas mal d'efforts, mais particulièrement à celui-ci. Il grimpe bien, il est bon puncher. Il vient d'écraser les championnats du monde à Kigali en étant stratosphérique, en faisant un solo de 60 bornes tout seul. Un solo tout seul, évidemment, ouais. Bref, Tadej Pogacar est encore en très bonne forme. Si jamais on avait eu un doute après le chrono sur les championnats du monde, bon bah en course en ligne, il n'y a rien à faire. Il est très fort. Le problème de Tadej Pogacar, d'ailleurs qui n'a jamais été champion d'Europe sur route, c'est qu'il a une équipe très très faible. On se souvient de son équipe sur les championnats du monde, où on s'était déjà dit à l'époque, la Slovénie pourra pas tout contrôler toute seule, elle n'a pas assez de bons coureurs. Il y avait Mohoric, Domen Novak, et puis Luka Mesgec et Primoz Roglic. Là, on n'a pas Roglic, et on n'a pas de Tratnik en plus non plus. Donc concrètement, l'équipe de la Slovénie, ça a fait peur, hein. Dylan Pfingst, Matej Govecar, Jaka Primozic, Hanse Skok, Michael Stagnard. Voilà, c'est pas grand-chose, hein, franchement. Et après, il y aura évidemment Mohoric, Novak et Pogacar. Et donc, on disait déjà à Kigali que la Slovénie ne serait pas forcément maîtresse de son destin, qu'elle devrait aussi s'adapter aux stratégies des courses des autres équipes. Et ben là, clairement, la Slovénie pourra pas tout faire toute seule. Je sais pas quand Pogacar voudra attaquer, s'il voudra attaquer dans le Val d'Enfer ou s'il voudra attaquer dans la côte de Saint-Romain-de-Lerps. À noter que le dernier sommet de la côte de Saint-Romain-de-Lerps est seulement à 70 km de l'arrivée, donc c'est largement dans les côtes, dans les cordes, pardon, je trouvais plus le mot, de Tadej Pogacar. Et ça m'étonnerait pas qu'il attaque dans cette côte-là, pour être honnête, parce qu'il y a des punchers qu'il n'a pas forcément envie d'accompagner. S'il peut s'en débarrasser dans Saint-Romain-de-Lerps, il le fera évidemment. Mais donc, la Slovénie, encore une fois, composition compliquée, quoi, hein. Moi, je pense que sur ce pour-là, il y a que Domen Novak qui peut rouler un petit peu un moment, mais je ne serais pas totalement étonné que la Slovénie se planque et qu'à la place, ça soit la Belgique qui roule. Et donc, on va parler de la Belgique tout de suite, puisque Remco Evenepoel est le deuxième favori coté à 4.
Donc on a noté Pogacar à 1,35, Remco Evenepoel à 4 quand même. Donc il y a quand même un monde entre les deux, selon les bookmakers. Remco Evenepoel, évidemment, bah, il est dans une forme incroyable, tout simplement. Il a écrasé le chrono à Kigali, il a écrasé les championnats d'Europe sur le chrono, il a fait n'importe quoi à Kigali sur la route. On va pas se mentir, j'ai pas eu le temps de débriefer cette course-là. Remco était super fort à Kigali sur l'épreuve en ligne. Probablement pas aussi fort que Pogacar, mais il était très fort. Il a fait n'importe quoi, il a fait du Remco, tout simplement. Il sait pas réfléchir, il s'arrête n'importe comment, il se met en tête que son vélo va pas alors que toute son équipe lui dit qu'il est bien. Bon bah voilà. Remco, quand il sent que la course lui échappe, il part en vrille et il se trouve un peu des excuses. Je suis désolé de dire ça, mais c'est le cas, j'ai l'impression. Alors qu'il avait vraiment des jambes de feu. Hein, très clairement, je sais pas s'il aurait pu accrocher Pogacar, mais vraiment pas loin, en tout cas. Et donc forcément, ça en fait un des favoris pour cette course-ci, ce championnat d'Europe. Et en plus, vu que l'équipe a une plus grosse équipe, la Belgique, pardon, a une plus grosse équipe, Tige Benoît est de retour, parce qu'il était malade à Kigali, Junior Le Serre, Maxime Van Gils, Louis Vervac, Sandro Meurice, même Steph Kras et Jeno Bergmos. C'est vraiment une grosse équipe quoi, sur ce profil-là. Il y a clairement qu'un seul leader, c'est Remco Evenepoel. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Maxime Van Gils est pas au niveau en ce moment pour qu'on puisse considérer que c'est un second leader. Et de toute façon, vu la forme de Remco, ça sera lui ou rien. Maintenant, quelle sera la stratégie de la Belgique? Bah ça, c'est gros point d'interrogation parce que à Kigali, ils ont voulu rouler avec la Slovénie. Je sais pas pourquoi. Moi, je pense que Remco, justement, s'il sentait qu'il pouvait lâcher dans le mont Kigali par rapport à Pogacar, il aurait mieux fait de conserver tous ses équipiers. On avait des gars qui étaient capables d'aller assez loin, des Kian Brooks, je pense. Pourquoi pas un Louis Vervac, ce genre de gars, qui, parce que malheureusement, Van Wilder avait chuté, mais c'est le genre de coureur qui, je pense, aurait pu rester avec Remco pas loin de Pogacar, rouler derrière, le ramener peut-être pas très loin, le rouler avec lui s'il avait des problèmes mécaniques, s'il voulait s'arrêter, enfin bref. Là, ils ont voulu cramer leur coureur dès le début pour imprimer un rythme difficile, alors que je suis pas certain que ça soit vraiment le jeu de Remco Evenepoel de rendre la course plus difficile à Pogacar. Et surtout, bah, Pogacar a pu économiser un peu ses équipiers, sans parler de la stratégie des États-Unis, qui ont roulé avec la Slovénie, alors que Quinn Simmons n'a pas fini la course, qu'ils ont tous pété. Je crois qu'il y a que Kevin Vermaerk qui finit alors qu'il n'était pas du tout le leader. Course catastrophique des États-Unis sur ces championnats du monde, mais toujours est-il que la Slovénie a trouvé des alliés de circonstance, ce qui était assez prévisible quand même finalement. Et là, je pense que la Slovénie va pas faire grand-chose sur ces championnats d'Europe. Et les autres vont faire le boulot à la place pour Pogacar. Et ça m'étonnerait pas que la Belgique fasse le boulot pour Pogacar. Alors, je pense que Remco, vu son profil, il a plutôt intérêt à essayer de jouer la victoire dans le Val d'Enfer que dans la côte de Saint-Romain-de-Lerps. Où là, il aura des très gros grimpeurs comme Vingegaard, Ayuso ou encore Pogacar à lâcher. C'est pas forcément son point fort. Lui, il faut plutôt qu'il joue sur le Val d'Enfer et sur les parties de transition ou sur le plat. S'il prend 3 mètres, c'est finito. Donc moi, si j'étais la Belgique, je mettrais un équipier dans l'échappée si possible pour avoir un point d'appui si besoin. Et en plus, je resterai plutôt calme derrière, je roulerai pas trop. Je conserverai mes équipiers dans les 3 côtes de Saint-Romain-de-Lerps et ensuite on verra ce qui se passe pour le Val d'Enfer dans le circuit final. Mais je pense que la Belgique a vraiment tout intérêt à attendre cette fois-ci. Mais pour autant, je suis quasiment certain qu'ils vont pas le faire. Mais voilà, je pense que c'est la meilleure stratégie pour la Belgique. Ensuite, côté à 12, donc là on est encore très loin de Remco Evenepoel qui était à 4. On a Juan Ayuso qui a priori sera le leader pour l'équipe d'Espagne. De toute façon, quand on regarde l'équipe d'Espagne, c'est assez compliqué, hein. Igor Arrieta, Abel Balderstone, Markel Bellocchi, Urco Berrade, Pablo Torres. Bon bah oui, évidemment, ils vont pas peser sur la course. Ça sera tout pour Juan Ayuso. Je pense qu'on a intérêt à mettre un mec dans l'échappée parce que de toute façon, sinon les équipiers ne serviront à rien. Et que penser de Juan Ayuso? Bah, c'est un peu compliqué. Je pense que c'est un parcours qui lui convient bien. C'est pas une course trop longue. On a vu qu'Ayuso il était pas forcément à l'aise dans les courses très longues. Donc c'est un profil qui est parfait pour lui. Là, sur ces championnats du monde, il fait quand même huitième. Moi, j'ai cru à un moment qu'il allait exploser complet quand il a lâché dans le mur de Kigali. Mais finalement, il limite plutôt la casse. Il finit huitième. Je pense que pareil, pour Ayuso, il faut jouer l'attente, suivre au basque Remco Evenepoel et Tadej Pogacar, Vingegaard aussi, pourquoi pas. Ne pas attaquer. Puis ensuite, si jamais il se retrouve avec tous les plus forts,
ça sera pas lui qui aura la pancarte, donc il pourra sortir. Mais je pense que de toute façon, il n'y a pas d'autre solution possible pour Juan Ayuso. Après, au sprint, il est pas dégueu non plus. Peut-être pas aussi rapide que Pogacar, mais plus rapide que Vingegaard. Il peut peut-être taper un Remco aussi, donc je pense qu'il faut qu'il croie en ses chances. Moi, j'étais vraiment pas serein pour lui pour Kigali. Finalement, il a fait une course plus qu'honorable. Donc là, je pense que Juan Ayuso va avoir un impact sur cette course-ci. Le problème de Juan Ayuso, c'est qu'il a le QI tactique d'une huître, donc ça va être assez compliqué. À un moment, il faudra accepter de ratonner, de pas prendre de relais, même si c'est Tadej Pogacar qui te demande d'en prendre. Bon, après, on sait qu'Ayuso est assez têtu, donc ça, c'est possible qu'il le fasse, mais je pense qu'il faudra vraiment se planquer pour Juan Ayuso. De toute façon, c'est pas à l'Espagne de prendre le poids de la course. Et un podium, ça me semblerait pas déconnant pour Juan Ayuso sur cette course aussi. Ensuite, on a côté A13 Jonas Vingegaard. Donc, quand même à noter que Vingegaard n'est pas dans le top 3 des favoris selon Winamax. Il est coté à 13, et donc là, on va pouvoir parler en longueur de l'équipe du Danemark parce qu'il est coté à 13. Côté à 20, on a Mathias Kelmose, et côté à 100, on a Mats Pedersen. Et donc là, bah, comment est-ce que cette équipe du Danemark va rouler? Bien malin celui qui sait quel sera le scénario de course pour eux. Ils ont une équipe avec pas mal d'équipiers, Anton Charming, Alexander Kamp, Niklas Larsen. Niklas Larsen, qu'est-ce qu'il a fait au chrono? Là, ce mec sort d'où? Incroyable. Casper Pedersen et Rasmus Søjberg Pedersen, donc c'est que des petits noms, hein. Donc ça va être des gars qui vont se mettre à la planche pour leur leader. Mais quelle sera la stratégie? Parce que Pedersen, pourquoi est-ce qu'il est aligné sur cette course? C'est une course plutôt de grimpeur quand même. Moi, je pense que Pedersen se dit que si jamais il passe en 20 de l'herbe, en n'étant pas trop loin, il peut aller chercher la victoire. Je pense que c'est très ambitieux de sa part. J'adore le panache, mais moi je l'écarte parce que je pense que ce sera trop compliqué. Il y a trop de coureurs qui ont besoin d'avoir une course difficile, et donc on veut surtout pas s'encombrer d'un Mats Pedersen. Il faudrait vraiment que le vent de face et les coups tactiques des uns et des autres fassent qu'on se regarde beaucoup. Mais donc Mats Pedersen très compliqué, c'est pour ça qu'il est coté à 100 hein, pour les bookmakers. Et ensuite on hésite un peu entre Skelmose et Vingegaard. Et je les comprends parce que Vingegaard est clairement le meilleur coureur du Danemark, il n'y a rien à dire. Mais Vingegaard, il court pas sur des courses d'un jour. Donc on sait pas comment il va fonctionner. C'est une course sans oreillette, avec des coureurs qui se connaissent pas trop. Vingegaard, Skelmose, Pedersen, Pedersen et Skelmose, ils sont dans la même équipe, mais avec Vingegaard, ils courent jamais ensemble puisque Vingegaard ne fait aucun championnat. Sans oreillette, il faudra avoir une tactique sacrément bien rodée pour le Danemark, pour savoir ce qu'on fait, qui attend qui, qu'est-ce qu'on fait avec Pedersen. Enfin bref, c'est un gros casse-tête cette équipe du Danemark. Et entre Vingegaard et Skelmose, je sais pas trop. Vingegaard, il fait pas de course d'un jour, donc on n'a aucune idée de comment il va réagir. Sur la Vuelta, il était pas aérien non plus, hein. Il était le plus fort, mais il était pas aérien non plus. Il a enchaîné Tour de France plus Vuelta. J'espère qu'il sera encore en forme, le bonhomme, mais je pense que c'est pour ça qu'il est coté seulement à 13, parce qu'on a beaucoup d'incertitudes sur son état de forme et sur sa capacité à rouler sur une course d'un jour. Parce que je pense que si jamais on regarde juste le plan physique, sur les qualités intrinsèques, je pense qu'il est même meilleur que Evenepoel. C'est juste que Remco est dans une forme de folie en ce moment. Mais sinon, sur le papier, même quand on a vu ça sur le Tour de France, où ils étaient tous à leur meilleur niveau, quasiment, Vingegaard était meilleur puncher et meilleur grimpeur que Evenepoel. Donc sur le papier, il n'y a pas de doute. C'est clairement le deuxième plus fort. Mais là, enchaînement Tour et Tour d'Espagne, c'est compliqué quand même, hein. Donc est-ce qu'il sera encore capable de jouer un truc sur une course qu'il n'a pas l'habitude de courir? Bah, c'est la grosse interrogation. Et si on regarde en parallèle Mathias Skelmose, bah, Skelmose, quatrième au championnat du monde en étant parmi les plus forts. Il a fini que à 2 minutes 30, si je dis pas de bêtises, de Pogacar. Bah, il est très fort. Et c'est un parcours qui lui convient du feu de Dieu, je trouve. Donc moi je trouve même que les Danois ont plus leur chance qu'Ayuso, avec Skelmose et puis avec Vingegaard. Il y a en plus l'incertitude de Mats Pedersen, mais c'est peut-être parce qu'il y a justement cette division des forces qu'on n'a pas une cote de Vingegaard ou de Skelmose plus basse qu'Ayuso. En tout cas, sinon, il y a un truc qui est intéressant, c'est que Vingegaard, il va faire peur. Il va faire peur, et surtout, Tadej Pogacar et Remco Evenepoel, ils vont se regarder à deux, mais ils vont se regarder à trois avec Vingegaard, hein, très clairement. Si jamais Vingegaard tient le choc et est vraiment dans le match, eh ben, ça va être un sacré épouvantail. Et dans tout ce truc-là, ben, un Pedersen ou un Skelmozo, ils peuvent jouer leurs cartes. Donc ça sera franchement
Très intéressant à suivre cette équipe du Danemark, ça peut bider, hein. On s'entende bien. Si vous me dites Pedersen est lâché dès le premier Val d'Enfer, même si ça m'étonnerait, et Vingegaard a abandonné au bout de 50 kilomètres, on est sur un scénario possible, franchement. Mais voilà, je trouve que cette équipe du Danemark ajoute beaucoup d'incertitudes sur ces championnats d'Europe, en tout cas sur le papier, et donc c'est super. Ensuite, côté A25, on a João Almeida, donc qui sera le leader de l'équipe du Portugal. Portugal qui n'ont que 4 coureurs, mais ils ont une belle composition avec Rui Costa, Antonio Borgado, et puis João Almeida, et puis un équipier, Thiago Antunes. À la base, il devait y avoir Afonso Oulalio, mais peut-être pas forcément remis de son voyage en Afrique du Sud, en Afrique, pardon. Je dis n'importe quoi. Pour João Almeida, ça sera clairement le leader unique de cette équipe-là, hein. J'adore Morgado, mais c'est trop dur pour lui. Almeida, Tour d'Espagne très fort. C'est un coureur très solide. C'est un parcours qui peut lui convenir, même si on a du mal à voir Almeida gagner parce que, à moins que ça se regarde, c'est pas le plus rapide. Donc c'est ça qui est compliqué pour lui. Il a pas de punch, donc il est pas capable de sortir les os de sa roue. Donc lui, ça sera uniquement tactique s'il arrive à gagner. J'ai pas trop de doute sur le fait qu'il puisse être dans les 5 plus forts, qu'il puisse accrocher les autres. Pourquoi pas des Remco, des Vingegaard et des Pogacar dans les montées. Mais pour le voir comment il va gagner, faudra vraiment que ça se regarde et que ça soit très tactique. À noter que le problème de João Almeida aussi, c'est il était annoncé sur le chrono et il est pas parti. Et on sait pas pourquoi. Donc ça fait un peu peur toujours. On se dit peut-être que le coureur est un peu malade. Un peu d'incertitude donc autour de João Almeida qui sera donc le leader de l'équipe du Portugal. Évidemment, le Portugal n'a que 4 coureurs, donc ils vont clairement pas prendre le poids de la course pour eux, qui vont bien le laisser à la Belgique. Et j'ai pas parlé de ce que le Danemark allait faire, mais c'est trop flou, donc je peux pas vraiment vous donner de mon avis là-dessus. Et côté A25, tout comme Joël Beda, on a Romain Grégoire. Romain Grégoire qui sera donc le leader de cette équipe de France. Sur ce parcours-là, je vous fais la compo de l'équipe de France. Plutôt côté équipier, Alex Baudin, Julien Bernard, Aurélien Paré-Peintre, Valentin Paré-Peintre, Nicolas Prudhomme. Et ensuite, on aura aussi deux gars qui étaient déjà euh, à Kigali, avec Valentin Paré-Peintre et Julien Bernard, Paul Sexas et Pavel Sivakov. D'après les bookmakers, c'est Romain Grégoire qui est le leader pour cette équipe de France. Je suis plutôt d'accord. Romain Grégoire a quand même montré une forme plutôt solide sur le Tour du Luxembourg, où il bat des mecs solides. Il se fait se la bourre avec Benili, là, dans la dernière étape, c'était de la folie. Il avait remporté avant le Tour de Grande-Bretagne. Donc c'est vraiment une fin de saison solide pour Romain Grégoire qui est en forme, ça c'est sûr. Après Romain Grégoire, il a gagné l'Ardèche cette année. Sauf que c'était pas du tout le même profil, et sauf qu'il y a des coureurs qui se sont trompés de route. Donc bon, difficile de faire un copier-coller sur ces championnats d'Europe, et surtout que la concurrence là est beaucoup plus élevée. Je pense qu'il faut qu'il se planque, hein, Romain Grégoire, très clairement. Il faut qu'on mette des pions à l'avant. Il faut que des Alex Baudin, des Julien Bernard, des Valentin Paré-Peintre, ça part dans les échappées. Il faut qu'on mette le bazar comme d'habitude. Je pense que Pavel Sivakov va devoir jouer la carte d'équipier cette fois-ci, parce que le parcours lui convient bien, moins bien, parce que il a montré qu'il était moins fort que Paul Sexas sur les championnats du monde à Kigali, et parce que je pense que c'est un rôle qui lui convient très bien, d'être bon équipier. Et à mon avis, il faut qu'on joue sur deux cartes entre Romain Grégoire et Paul Sexas. Paul Sexas, je disais avant les championnats du monde, il faut qu'il soit là en apprentissage, il sera pas leader, machin, etc. Il fait une course XXL, hein, tout simplement, c'est phénoménal ce qu'il a fait. Là, je le pense pas en capacité de gagner ces championnats d'Europe, même il y convient mieux sur le papier que les championnats du monde. Il y a quand même une concurrence très forte, mais je pense qu'il peut encore nous faire un numéro, hein, tout simplement. J'espère juste qu'il est bien remis de sa semaine parce qu'il a une semaine très remplie au Rwanda. Faudra voir comment le retour du Rwanda pèse aussi dans les jambes. Mais je pense que Paul Sexas doit être l'autre leader avec Romain Grégoire. Je vois aussi que Winamax a mis Aurélien Paré-Peintre côté à 80. Moi, j'y crois pas du tout. Pour revenir sur Romain Grégoire, j'ai très très peur du circuit à Saint-Romain-de-Lerps. Autant les ascensions du Val d'Enfer, je pense qu'il est moins fort que Remco Evenepoel, que Vingegaard et que Pogacar, mais je pense qu'il peut tenir à peu près.
Autant là, ces côtes de 7 kilomètres à chaque fois, ça me fait très peur pour lui. Et donc, faudrait pour Romain Grégoire que la course ne se lance pas trop tôt. Et après, il faudra être malin, ratonner, parce qu'il est clairement pas favori, et essayer de s'imposer en costaud ou alors sur un coup tactique, si jamais d'autres coureurs se regardent. Mais je pense que Romain Grégoire doit quand même être le leader de l'équipe de France, et je sais pas quelle sera la carte de Paul Sexas, mais ça peut être aussi un outsider. À noter aussi que j'en ai pas encore parlé, il y a Nicolas Prodhomme qui est présent sur ces championnats d'Europe. J'adore Nicolas Prodhomme, il est très fort, mais ça restera un équipier, je pense. Il est clairement pas capable de gagner, surtout quand on voit la concurrence qui est en face, mais une belle équipe de France. Il y a peut-être encore plus sa carte à jouer que sur les championnats du monde. Ensuite, côté A40, on a Christian Scaroni, donc qui pourrait être le leader de l'équipe d'Italie. Moi, je pense que ce sera plutôt Bettiol. Il y a Marco Frigo, Gianmarco Garofoli, Christian Scaroni, donc Diego Ulissi, Alberto Bettiol. Ils sont que 5 les Italiens. C'est peut-être trop dur pour Bettiol, mais Scaroni, même s'il a montré un début de saison de folie, après on l'a plus vu du tout. Et je pense que Bettiol, c'est plus un coureur qui a la gagne en lui, qui a du vice, qui est capable de faire des coups tactiques. Il est coté à 250 parce que ça sera très dur, je pense, pour lui, notamment les premières parties du circuit. Mais s'il y a un Italien qui est capable de gagner, je pense que c'est lui. Et sinon, j'ai un peu du mal à voir cette équipe d'Italie briller sur cette course-là. On n'a pas amené de Giulio Ciccone, alors que c'est un parcours qui pouvait bien lui convenir, mais il doit y avoir d'autres raisons derrière ça. Je pense qu'il faut mettre des gars dans l'échappée et puis tenter des coups tactiques. Mais à moins que ça se regarde, je vois pas comment on pourrait briller du côté de l'Italie. Donc voilà, Scaroni côté à 40. C'est pour son début de saison, mais je trouve que c'est surcoté. Bon, ensuite, il y a Winamax qui part un peu en vrille, j'ai l'impression. Côté à 40, on a Maxime Van Gils, mais on en a déjà parlé. Pour moi, c'est pas une option. Côté à 50, on a Anton Schiffer de l'Allemagne. J'y crois pas un seul instant. Je me demande si c'est pas un bug sur Winamax. L'équipe d'Allemagne qui est vraiment faible, hein. Le meilleur coureur, c'est Lennart Kemna qui est dans une forme rachitique. Georg Zimmermann, tout ça, bon, c'est vraiment très faible l'équipe d'Allemagne, donc je pense qu'on va même pas les voir sur cette course. Ensuite, côté à 80, on a Marc Hirschi pour la Suisse. Ben, moi, je suis pas sûr que ça soit le meilleur Suisse sur ces classements, sur ces championnats du monde, d'Europe. Je pense que ça sera le même que sur les championnats du monde. Ça sera Yann Christen, qui doit être le leader, je pense, de cette équipe de Suisse. On a aussi Mauro Schmidt qui est présent, mais pour moi, Yann Christen est la meilleure carte. Il a fait meilleur Suisse, il me semble, de ces championnats du monde, en étant très fort pendant longtemps, et ensuite il a craqué complètement sur la fin. Ah non, Hirschi fait 18e, pardon. Mais Yann Christen était bien mieux placé pendant très longtemps. Il a craqué parce que c'est une course trop longue et qu'il a 21 ans, tout simplement. Mais je pense que sur ces championnats d'Europe, c'est lui qui doit être le leader. Donc j'espère que ce sera le cas pour la Suisse. Suisse qui a quand même une belle équipe, hein. Plus que l'Allemagne, plus que le Portugal peut-être, plus que l'Italie, mieux peut-être même que l'Espagne quasiment, même si Yann Christen c'est moins fort que Juan Ayuso. Mais moi je pense que c'est plutôt Yann Christen qui doit être le leader. Et essayer de mettre un Mauro Schmidt dans un coup avant, un Marc Hirschi aussi, pourquoi pas. Mais sinon, je pense que ça sera plutôt Yann Christen, le meilleur coureur suisse sur ces championnats d'Europe. Et ensuite, côté à 125, on a Tom Skujns. Bah oui, évidemment, on en avait parlé sur ces championnats du monde. Tom Skujns, saison horrible, hein. Il a rien fait de cette saison. Mais on était sûr qu'il serait dans le top 10, voire le top 5 de ces championnats du monde. Et il fait top 5, tout simplement. Bon, là, le problème pour Tom Skujns, c'est que c'est plus court. Donc, il va pas avoir ce bonus de 170 km qu'il a d'habitude. Mais voilà. Enfin, j'ai pas grand-chose à dire dessus. C'est un super coureur que j'adore. J'étais trop content de le voir cinquième sur ces championnats du monde. Là, je pense que les championnats d'Europe, ça sera plus compliqué parce que c'est moins dur et c'est moins long. Et je pense que c'est un coureur qui se fait tout à l'endurance. Donc, pourquoi pas une belle place quand même, mais je pense qu'il réussira pas à faire cinquième comme il a fait sur les championnats du monde. Donc voilà, ça c'était pour les favoris principaux. Je passe les équipes en revue. On n'a pas parlé des Pays-Bas. Pays-Bas avec une équipe très faible, hein, autour de Dylan Van Baarle, Tibor Del Grosso. Bah, le leader, ça sera Tibor Del Grosso, tout simplement. Parce qu'ensuite, c'est Hub Aerts, Dan Houle, Menno Huijsing, je sais même pas qui c'est, Mathis Paskens, Dylan Van Baarle qui a pris une grosse gamelle sur le chrono en plus. Bah non, je pense que Tibor Del Grosso, malgré ses 22 ans, ça doit être lui le leader sur cette course-là. Et je pense qu'il va avoir du mal à peser sur la course. L'avantage pour lui, c'est qu'il est assez jeune et que la course est pas trop longue. Ça peut un peu aller en sa faveur, mais sinon, complicado.
L'Autriche qui vient qu'avec Großschartner, un équipier en plus pour Pogačar, ou Wink. Bref. La République tchèque, ça par contre c'est intéressant. Ils sont trois, mais il y a Matthias Vacek. Alors Matthias Vacek ne fait pas la fin de saison rêver vis-à-vis de son début de saison. C'est probablement un peu trop dur pour lui cette course. Mais sinon, c'est un beau coureur sur le papier. Bon, il a que 23 ans. Je pense que c'est trop dur pour lui. On le verra pas, mais pourquoi pas. La Pologne qui vient avec des seconds couteaux, il n'y aura pas de coureur connu. La Slovaquie, il faut quand même en parler très rapidement parce qu'il y a Lukas Kubis. Lukas Kubis, donc le coureur des Unibet Titima Rockets, qui fait une belle saison, qui a encore fait troisième de Paris-Chauny, qui a fait quatre, je crois, deuxième place sur le Tour de Slovaquie, son tour national dernière Paul Magnier, qui a fait des beaux résultats cette saison. Je pense qu'il s'accrochera pour essayer de faire un beau résultat, mais je sais pas s'il finira, mais sinon, il peut peut-être essayer de viser un top 20. Dans la Lettonie, j'ai pas parlé de Chris Neylands, mais je pense que ça sera aussi un beau coureur à suivre. Kevin Genietz pour le Luxembourg, ouais, compliqué quand même. Attila Valter pour la Hongrie, saison compliquée pour Attila Valter. Je pense que ça a oublié d'ailleurs Attila Valter qui va chez la Bahreïn l'an prochain, côté transfert. Victor Langelotti pour Monaco, pardon. Bah, j'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir faire. Ça serait cool de voir ce coureur faire un beau résultat pour son pays. Et quand même, il faut qu'on en parle côté russe, Artem Nitch. Qui est ce mec? Bah, personne ne sait, hein. Vu que c'est un coureur Gazprom Russe Vélo qui ensuite est parti dans des équipes continentales inconnues au bataillon. Il court chez Anicolor Team 21, qui est une équipe portugaise. Bon, coureur russe dans une équipe portugaise, ça fait très chimique tout ça. Mais bah, le mec fait 24e de la course en ligne des Worlds, des championnats du monde. Voilà. Le gars fait 76 kilos, 1,95 m et on le revoit dans le mur de Kigali avec des Paul Sexas et tout. Lunaire, mais bon, voilà, faut quand même en parler. On a fait le tour de toutes les nations. Un élément qui sera important, donc en plus du parcours et du vent, c'est qu'il n'y aura pas beaucoup de coureurs hein, sur ce championnat d'Europe. Bon, après, vous allez me dire, sur le championnat du monde, il y avait beaucoup de coureurs, mais beaucoup de petites nations qui ont très vite sauté. Mais là, donc, on a seulement 100 coureurs, il me semble, 101 coureurs au départ sur ces championnats d'Europe. Si on fait un récap en termes de stratégie, la Slovénie, bah, Pogacar va attaquer quand il voudra. Je pense que ça sera plutôt dans la colle de l'Herps, mais c'est le favori, grand numéro un. Juste, il n'a pas d'équipe, donc il va devoir se calquer sur la stratégie d'une autre équipe. Et la Belgique semble être le candidat parfait pour remplir ce rôle parce que Remco Evenepoel est très orgueilleux, qu'il va faire rouler ses équipiers, qu'il est dans une forme de folie et qu'il va perdre face à Tadej Pogacar et qui s'inventera encore une excuse. Je plaisante évidemment, les amis belges ne le prenaient pas mal. Je pense qu'Evenepoel est vraiment très bien placé pour ces championnats d'Europe. C'est un coureur qui est en forme de fou. J'espère juste que sur le plan tactique, ça va suivre du côté de la Belgique cette fois-ci. Ça n'a pas été super vraiment sur les championnats du monde globalement, même sur toutes les autres courses des championnats du monde. Là, j'espère que sur ces championnats d'Europe, on jouera un peu mieux. Avec cette équipe du Danemark, donc qui est un peu hybride, dont on connaîtra pas trop la stratégie. On a aussi l'Espagne avec Juan Ayuso à surveiller, mais je pense que ce sera vraiment un duel entre Pogacar et toute la Belgique. Voir comment le Danemark se placera en arbitre. Et puis ensuite, il y a d'autres petites nations qui vont graviter autour. La France, avec pourquoi pas Romain Grégoire, mais il faudra encore une fois jouer très malin, il faudra que ça se regarde. L'Italie, pourquoi pas le Portugal, la Suisse, ce genre de nations qui elles pourront aussi essayer de tirer leur épingle du jeu. À noter qu'on n'a pas d'Angleterre, on n'a pas d'Irlande, on n'a pas de Norvège. C'est des nations qui auraient pu peser sur ces championnats d'Europe, mais ils sont pas présents. Je ne connais pas exactement la raison. Euh, et enfin, il faut quand même parler d'un truc, c'est que on a cité pas mal de coureurs de UAE, Pogacar, Juan Ayuso, Joe Almeida, Yann Christen, tout ça. J'espère que ça va pas trop jouer en équipe de marque sur ce championnat du monde, championnat d'Europe, pardon. Déjà, on se posait la question sur les championnats du monde, avec un moment Del Toro, Juan Ayuso et Pogacar devant, voire même quasiment Yann Christen à un moment. Ça m'a fait très peur. On a un peu roulé en équipe de marque quand même, mais ça m'a vraiment gêné. J'en peux plus de cette formation UAE, tout simplement, je vais pas vous mentir. J'en ai marre de les voir gagner 85 fois cette année, j'en ai marre de les voir dominer toutes les courses, même au championnat par équipe. Donc là, j'espère que ce sera pas trop le cas et s'il faut que ce soit Remco Evenepoel ou Jonas Vingegaard qui sont pas pourtant les coureurs les plus sympas qui pourfendent
l'horrible équipe de l'UAE, ça sera toujours un petit plaisir. On espère quand même que Romain Grégoire pourra tirer son épingle du jeu, notamment si ça se regarde, parce que vu que le parcours est un peu plus tactique, si jamais, là je suis un peu optimiste, mais il y a un regroupement avec Pogacar, Vingegaard et puis Evenepoel, et bah je suis pas sûr qu'on en ait un qui se dépouille pour les autres. Donc là, ça sera peut-être l'occasion pour d'autres coureurs de tester des choses en termes de tactique. Mais encore une fois, j'ai quand même l'impression que Pogacar va s'isoler ou que Pogacar va s'isoler avec Evenepoel. Et j'ai un peu de mal à voir Vingegaard quand même, parce que pour les raisons que j'avais citées sur sa saison très difficile. Mais en tout cas, c'est un championnat d'Europe qui sera intéressant à suivre. J'espère qu'il y aura plus de suspense que pour les championnats du monde. Et j'espère que la France va faire un beau résultat avec Romain Grégoire ou avec Paul Sexas. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. Salut!